Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bienvenue dans Cœur de patrimoine, de retour donc après la trêve de la fin de l'année. Ravi de vous retrouver donc pour notre rendez-vous traditionnel du mercredi matin. On va consacrer une petite heure à la gestion de vos placements. Tous nos experts bien évidemment restent mobilisés pour vous donner un maximum de conseils. Alors au sommaire de ce 33e numéro de Cœur de patrimoine, on va d'abord parler de fiscalité à l'heure où se font les arbitrages de la nouvelle équipe gouvernementale. Et puis ensuite, on dressera un état des lieux, un panorama de la conjoncture mondiale à l'heure de ce début d'année, les marchés financiers, que faut-il en penser, qu'en attendre? On verra tout ça bien évidemment avec un fin stratège. Et puis, on évoquera également les investissements ESG. Voilà, c'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on commence donc en accueillant Sandrine Kélissi. Bonjour Sandrine. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous pour Norman Kay, son ingénierie patrimoniale. On va parler fiscalité, je le disais, histoire de voir un petit peu dans cette période politique importante, comment est-ce qu'on peut coudre au mieux sa stratégie patrimoniale. Alors, on sait que finalement, il n'y aura pas de hausse de flat tax pour les revenus 2024, qu'il n'y aura pas non plus cette contribution différentielle sur les hauts revenus, mais tout reste à l'étude, on a envie de dire, et pour 2025, rien n'est joué, c'est ça ? Exactement, tout reste à l'étude, et puis on a quand même l'impression que finalement, on va repartir quelque part de la base de la copie qui avait commencé à être rédigée fin 2025. Alors, il est fort probable que l'on retrouve cette fameuse contribution différentielle sur les hauts revenus. Alors, pour rappel, qui est-ce qu'elle concerne? En réalité, elle va concerner les personnes qui perçoivent des revenus relativement importants, puisqu'il faut deux choses. D'abord, être assujetti à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ce qui implique d'avoir un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros lorsqu'on est une personne seule ou 500 000 euros lorsqu'on est une personne qui est soumise à une imposition commune. Mais en plus de cela, en fait, on y est assujetti lorsqu'on a un taux moyen d'imposition inférieur à 20%. Alors, ça veut dire quoi? Les gens, évidemment, qui sont visés là derrière, ce sont évidemment les personnes qui bénéficient essentiellement de revenus soumis à la flat tax. Parce que la flat tax, en fait, c'est un taux d'imposition donc, qui est de 12,8% d'impôt sur le revenu, auquel on va ajouter les fameux 4% de CEHR en taux maximum. Et donc, là, on va se retrouver avec un taux d'imposition de 16,8%. Et là, ce que l'on veut, c'est qu'en réalité, ce taux moyen d'imposition passe à 20%. Donc, en réalité, on se retrouverait donc avec 20% d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur le revenu, en réalité, auquel on va ajouter 17,2 de prélèvements sociaux. Bien. Donc, on se retrouverait avec un taux d'imposition minimum de 37,2%. Mais ça concerne une frange très particulière des contribuables. On ne parle pas là de la flat tax, entre guillemets, en elle-même. Celle-ci, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut redouter que ces 30 qui avaient été un peu sanctuarisés par Emmanuel Macron prennent un peu de plomb dans l'aile? On en entend parler. C'était déjà le cas en fin d'année. Là, ça revient comme un espèce de serpent de mer. Et l'idée, là, il y a des arbitrages. Est-ce qu'on l'augmente de 3 points? Est-ce qu'on l'augmente de 5 points? Et effectivement, le sujet, c'est que là, c'est toute personne qui percevrait des revenus de capitaux mobiliers subirait cette hausse de la flat tax et pas seulement les hauts revenus. Donc, du coup, imaginons qu'on ait une augmentation de 3 points. En réalité, on passerait effectivement de 30% à 33%, et si j'ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, je passe à 37% d'imposition sur mes dividendes. Étant précisé quand même que 37%, ça n'est pas rien, parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que lorsqu'on parle de dividendes, ce sont des revenus qui ont déjà subi l'impôt sur les sociétés à 25%. Et cette augmentation de la flat tax, quand je vous disais qu'elle vise toute personne qui perçoit des revenus de capitaux mobiliers, en réalité, alors c'est tout à fait juste, mais sachant qu'elle n'impacterait pas nos fameux contribuables de tout à l'heure qui ont des hauts revenus, parce que les deux vont se cannibaliser. On rappelle, augmentation de 3
points, pas de 3%. Non, Il y 3 avait, points. il y avait eu dans l'espèce de maelstrom Oui, de tout à l'Assemblée, fait. quelqu'un qui dit on augmente de 3%, c'est pas bien grave. Non, c'était de 3 points. Ça fait Exactement. beaucoup plus que 3% en réalité. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des stratégies aujourd'hui, Sandrine Kélissi, qu'on peut mettre en place finalement pour essayer de moins être exposé ou de limiter un petit peu notre exposition à ce genre de choix politiques? Alors en fait, bon, déjà, évidemment, avec tous les atermoiements qu'il y a eu en fin d'année dernière, inutile de préciser que nombre de contribuables ont pris leurs précautions. Donc ça s'est traduit par des distributions importantes de dividendes en fin d'année dernière. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se dit que quand même les recettes attendues sur cette hausse de fiscalité risquent d'être beaucoup moindres que ce qui avait pu être envisagé. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, en réalité, eh bien, derrière, on en revient toujours au même principe. Capitaliser, capitaliser, capitaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de détenir un portefeuille titre en direct, eh bien, on va aller chercher plutôt à le structurer dans une assurance vie, dans un contrat de capitalisation, ou pour les très très gros patrimoines, en réalité à l'intérieur de holding patrimonial, ce qui fait que dans tous ces outils-là, si on ne rachète pas ou si on ne distribue pas, il n'y a pas d'impôt. Si les capitaux restent en fait dans Exactement. l'enveloppe, dans la formule choisie, entre guillemets. Exactement. Encore que, certains disent, même là, on pourrait... c'est ça, il y a des idées de certains géotrouve-tout fiscaux qui se disent on va aller aussi taper ces fameuses enveloppes ou dispositifs. Exactement. Et donc là, on voit revenir, ça aussi c'est un serpent de mer qu'on a pu voir surgir dans certains rapports de think tank. Ça a été effleuré l'année dernière et puis là, on a carrément une proposition de loi sur un impôt minimum sur le patrimoine. Alors là, attention, ça ne vise vraiment que les très très gros patrimoines. Pour être si jamais c'était voté, pour être assujetti à cet impôt, il faut détenir un patrimoine net global de plus de 100 millions d'euros. Donc, ça ne vise pas tout le monde. Familles. On est bien d'accord. Ça doit viser à peu près 4000 personnes en France. Donc, c'est pas... Voilà. L'idée, ici, c'est quoi? C'est de dire, finalement, le montant de l'impôt sur le revenu de ces personnes, auquel on va ajouter l'impôt sur la fortune immobilière, plus la fameuse contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, plus la CSG, plus la CRDS, si l'ensemble de ces impôts représente moins de 2% de la valeur du patrimoine, eh bien le différentiel sera un impôt à reverser. D'accord. Et en fait... De toute façon, on passe le rasoir de 2%. Voilà, exactement. Mais parce qu'en fait, on voit bien l'idée qu'il y a derrière. Ce qu'on vise, donc, c'est ces fameuses familles, c'est, comme ils disent, ultra riches, qui souvent, en fait, ont leur patrimoine qui est détenu via des énormes holdings patrimoniales, qui ne distribuent pas forcément de revenus, et en réalité, qui sont, toujours pareil, d'après ce qu'on peut lire, gorgés de plus-values latentes, qui ne sont jamais réalisées parce que transmises de génération en génération. Et en fait, via une telle imposition, l'idée aussi, c'est d'imposer de manière détournée, de capter par l'impôt la plus-value latente. On est bien d'accord que les caisses sont vides, qu'on cherche des moyens, de l'inventivité fiscale pour remplir un petit peu les caisses. Malgré tout, s'il y avait un message qui était ressorti de l'élection d'Emmanuel Macron, c'était l'espèce de révolution fiscale, du fait qu'on avait une certaine stabilité, que les investisseurs, parce que lorsqu'on parle de ces grandes familles, ce sont aussi, et peut-être j'ai envie de dire surtout, des investisseurs, des gens qui tiennent des entreprises, qui font aussi marcher cette économie française. Et toutes ces fortunes, en fait, avaient choisi de rester ou de revenir en France parce qu'il y avait cette forme de stabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, en repartant dans un grand maelstrom, on ne risque pas, finalement, de revenir à nos anciennes lubies et d'avoir cette espèce d'exil fiscal, entre guillemets? En fait, c'est toujours la peur que l'on peut avoir face à cette augmentation de la fiscalité, parce que justement,
ces fameuses familles qui sont visées, effectivement, sont des grandes familles d'entrepreneurs qui peuvent bouger, et puis qui, elles aussi, sont susceptibles l'entreprise est susceptible de subir aussi, vous savez, cette contribution exceptionnelle aussi sur les bénéfices. Donc en fait, ça fait beaucoup de choses. Bon, ensuite, on va voir ce qui sera voté, ce qui ne sera pas voté. Puis 2%, c'est quand même très important sur une valeur de patrimoine. Peut-être qu'il y aura un volant de négociation sur le taux, en réalité. À voir, mais il faut être assez vigilant. Et souvent, ce qui est assez perturbant, c'est quand on lit, notamment dans le cadre de la proposition de loi qui a été faite sur cette imposition minimum sur le patrimoine, mais même ce que peuvent rédiger les think tanks, ils expliquent que l'imposition sur le patrimoine n'a jamais été un facteur de délocalisation. En réalité, c'est faux. C'est vraiment faux. Et c'est ça qui gêne quand même. Il faut faire attention à ne pas faire fuir nos entrepreneurs. Bon, je pense qu'on n'aura pas fini d'en parler. Merci en tout cas beaucoup, Sandrine Kilici, d'être venue pour Norman Kay nous en parler en ce début d'année. À très bientôt. À très bientôt. Sur Radio Patrimoine, nous on continue notre voyage au cœur de votre patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Allez, on quitte un petit peu la fiscalité pour s'intéresser au marché. Début d'année, c'est toujours le moment où on essaye de faire un petit état des lieux, un panorama, de dresser aussi peut-être quelques perspectives pour que vous puissiez patrimonialement vous intéresser à ces marchés financiers. Et notre expert du jour, c'est Rachid Medjaoui. Bonjour Rachid. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine, directeur adjoint de la gestion privée de Louvre, banque privée. Bon, déjà, quelles sont vos principales observations de ce début d'année là, quand vous regardez notre planète économique, j'ai pas envie de dire trop politique, encore que les deux se mêlent beaucoup, de ce début d'année, qu'est-ce que vous vous dites ? Non, mais on savait que l'année 2025 allait être par définition plus compliquée que 2024, parce que même si un certain nombre d'incertitudes ont disparu, puisqu'on connaît en particulier le président, futur président... On connaît le zozo américain. De Washington, on savait quand même qu'il y avait énormément d'imprévisibilité. Donc on passe d'un monde d'incertitude à un monde d'imprévisibilité concernant le président américain. On sait tous que les valorisations, quelle que soit la classe d'actifs d'ailleurs, sont relativement tendues et... En relatif, on peut se dire que nos actifs européens sont très sous-évalués. C'est des sous-évalorisations historiques, mais en absolu, le CAC n'est pas donné. Les actions européennes sont à leur juste prix. Donc, on savait que ça allait être un peu plus compliqué, mais je dois dire que quand même, on est surpris par deux choses. Un, le fait que justement, M. Trump dégaine beaucoup plus vite qu'attendu. Notre sentiment, c'était qu'il attendrait peut-être d'être installé officiellement à Washington pour commencer à mettre ses pressions tout azimut. Et puis, l'autre élément plus fondamental, beaucoup plus sérieux, c'est cette remontée des taux. Alors nous avions, comme je crois beaucoup d'acteurs, plutôt une position de sous-pondération des obligations d'État. Mais je dois avouer que la remontée des taux, les tensions obligataires commencent à être quand même assez significatives. Justement, ces questions de taux, elles sont bien évidemment aussi gérées dans ce grand monde des banquiers centraux. Hein. On écoute et on regarde, on dissèque leurs propos régulièrement. Comment est-ce que leur politique monétaire, justement, influence les marchés, les décisions des investisseurs, peut-être aussi les jeux, les positionnements des politiques ? Absolument. Et là aussi, ça participe de cette idée que 2025 allait être plutôt plus compliqué que 2024, parce que quand on regarde, vous savez que pour prévoir l'avenir, on regarde souvent le passé, hein, c'est comme ça. Et ce qu'on voit dans le passé, c'est que les marchés financiers ont tendance à anticiper les gestes des banquiers centraux, et quand ils anticipent des baisses de taux, ce qui était le cas sur toute l'année 2024, eh bien, dans 80% des cas, les marchés montent en anticipation de ces baisses de taux. Et puis quand ces baisses de taux arrivent, c'est là où la partie, le match se complique, parce que si ces baisses de taux continuent pour des bonnes raisons, les marchés continuent de monter. Si ces baisses de taux continuent pour des mauvaises raisons, en général, les marchés baissent. Et puis, si jamais il y a du statu quo, des interrogations, là aussi, ça fait beaucoup de volatilité. Alors, nous savions on faisait partie des maisons qui avons toujours pensé que la Fed allait être
allait baisser ses taux, probablement qu'elle va le faire, mais qu'il ne fallait pas s'attendre à 5 ou 4 ou je ne sais pas combien de baisses de taux, tout simplement parce que la croissance économique américaine va bien. Bah oui, bien sûr. Et puis, et c'est le sujet, je crois, phare, clé, c'est l'inflation. Et là, pour le coup, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur. Et notre stratégie, et d'ailleurs, c'est notre communication vis-à-vis de nos clients qui ont un horizon d'investissement assez lointain, en tout cas, on leur dit que le temps, c'est leur meilleur allié, c'est de dire que depuis le Covid, nous avons changé de monde. Clairement, depuis le Covid, nous avons le retour des États-nations avec des dépenses budgétaires, alors dans un premier temps, qui étaient absolument nécessaires pour nous sauver, mais on a le sentiment, à tort ou à raison, qu'ils ont eu la main lourde, ces États, et on se retrouve avec des déficits budgétaires très, très élevés partout dans le monde. Et ça, une des implications, c'est que c'est bon pour la croissance nominale, c'est plutôt bon pour les profits. En revanche, ça dit quoi ? Ça dit que l'inflation... le risque de persistance de l'inflation était devenu un sujet clé. Et donc, aujourd'hui, on a des interrogations sur est-ce que c'est simplement de la persistance d'inflation, et là, on gère, ou est-ce qu'on peut se prendre une seconde vague d'inflation ? Et là, c'est un autre problème. Et c'est vrai que quand on regarde les grands items, on va dire, de campagne et a priori de la politique de Trump, il a eu beau pointer la responsabilité du camp adverse dans l'inflation, il a des items tant sur l'immigration que sur l'impôt sur les sociétés, que sur la relance, etc., ou sur la guerre commerciale internationale, qui sont potentiellement générateurs d'inflation, c'est ça ? Absolument. Et alors, dans ce programme de Donald Trump, c'est assez intéressant parce que, la baisse d'impôts, a priori, c'est positif, et d'ailleurs, ça fait, normalement, c'est 4 à 5% de plus sur les bénéfices attendus des entreprises. Donc, on peut dire que ça, même si à terme, ça peut être un peu embêtant, c'est plutôt positif. La guerre commerciale, bien entendu, une guerre commerciale, ça n'a jamais été positif, ni pour les États-Unis, ni pour ses partenaires. En revanche, notre sentiment... Pour les raisons que vous venez d'avancer, c'est-à-dire que Trump a été élu justement sur le thème du pouvoir d'achat. Je défends votre pouvoir d'achat, la classe moyenne. Et donc, notre sentiment, c'est que, bien entendu, qu'il y a toujours un risque de guerre généralisée, bien entendu qu'il peut monter les droits de douane, mais il va faire très attention. Et le ballon d'essai qui a été envoyé la semaine dernière, vous avez vu cette nouvelle qui est sortie du Washington Post, qui a fait flamber le CAC de 2% en à peine une demi-heure, laissant penser que Trump allait être beaucoup plus sélectif dans sa hausse de tarifs de nuit. On y croit. C'est-à-dire qu'on pense que Trump n'a jamais été pour le protectionnisme en tant que tel. C'est simplement un outil pour lui, un moyen pour mettre de la pression sur ses partenaires. Alors bien entendu, si ses partenaires ne répondent pas favorablement, il va y aller. Il y va, mais c'est pas obligatoire. En revanche, le troisième item qui est pour moi très crucial, c'est sa politique migratoire. Derrière l'exceptionnalisme du marché américain et de la croissance américaine, et dont on peut discuter la durabilité, nous on pense que c'est plutôt assez durable. Eh bien, derrière cet exceptionnalisme, il y a cette histoire d'immigration, c'est-à-dire que, sans dire que le miracle américain est dû à 100% à l'immigration, on sait, et les études de la Réserve fédérale le montrent bien, que c'est parce qu'il y a eu cette vague migratoire très importante que la croissance américaine a été forte, qu'on a évité les tensions salariales malgré des marchés du travail tendus. Et donc, si M. Trump casse cette politique migratoire en étant trop dur sur les flux d'immigration, et d'ailleurs il y a déjà un petit peu de gaz dans le tuyau entre lui et Elon Musk sur cette question-là, là c'est vraiment inflationniste. Donc, mis bout à bout, ça donne des incertitudes sur l'inflation, et ça explique aussi pourquoi la Fed est devenue beaucoup plus prudente sur ces baisses de taux. Donc, le marché est passé à pratiquement à peine une baisse de taux, voilà. Mais nous, on pense que, a priori, il devrait quand même baisser les taux. Mais c'est vrai que c'est un sujet un peu tendu. Et toutes ces tensions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient un peu monétaires, etc., elles influencent les comportements un peu patrimoniaux des investisseurs, selon vous ? Oui, parce que quand vous vous projetez effectivement sur le moyen terme, tout le monde recherche des classes d'actifs où il y a de la rémunération, des classes d'actifs. Et ça, c'est un grand changement avant et après le Covid. Vous savez, avant le Covid, pour faire simple, 3%, 4% de performance, c'était 3 ou 4%. Il n'y avait pas d'histoire parce que l'inflation, c'était entre 0 et 1. Oui, d'accord. Je pense qu'on est rentré durablement dans un monde où 2% qui était le maximum est devenu le minimum. On ne sait pas si on va être à 3 ou 4 dans les 10 prochaines années, mais nous pensons qu'on va être plutôt entre 2 et 4%. Et donc,
3 ou 4%, c'est oui, mais est-ce que c'est avant ou après inflation? Oui, c'est ça. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui parce qu'on retrouve des taux d'intérêt et au moment où on se parle, on a des tensions. L'OAT est à la porte des 3,5%, le taux américain est à la porte des 5%. Et surtout, moi, je regarde beaucoup ce qu'on appelle, Cédric, les forwards, alors les taux à terme. Et c'est intéressant parce que ça montre comment les courbes de taux aujourd'hui se positionnent. Et aujourd'hui, si vous prenez par exemple le taux 10 ans français dans 5 ans, tel qu'il est intégré dans le pricing, eh bien c'est 4. Aujourd'hui, on est à 4,15, 4,17. Donc on retrouve des niveaux intéressants d'investissement. Et donc c'est pour ça que nous, on conseille à nos clients de commencer à prendre date sur un certain nombre de stratégies obligataires. Par contre, ne pas mettre tout dessus comme je peux l'entendre en disant allez-y à plus de 3% sur l'OAT, c'est gratuit. Par exemple, ces obligations souveraines, mais on pourrait aussi évoquer d'autres actifs qu'on pourrait qualifier de refuge, l'or ou autre, retrouvent aujourd'hui pour vous un intérêt pour ces catégories d'épargnants qui ne sont pas des spilers qui tradent au jour le jour. Alors, stratégiquement, notre conseil pour ceux qui ont du temps, et quand on parle du patrimoine, c'est forcément sur le moyen à long terme, c'est d'être plutôt sur des actifs dérisqués, c'est-à-dire actions, obligations privées. Pourquoi ? Parce que ces incertitudes sur le niveau d'inflation fait que si vous souhaitez avoir un rendement significativement supérieur à l'inflation, il n'y a pas de miracle. Ouais. Il faut prendre des risques. Ça tombe bien. Nous, on pense que le monde de demain, c'est un monde de reflation. Il y a les thématiques d'investissement de long terme, la digitalisation, la transition écologique et énergétique. Tout ça va créer des opportunités d'investissement. Donc, le cœur de portefeuille, pour ceux, bien entendu, qui le peuvent, qui ont le temps et qui peuvent supporter de la volatilité de court terme, c'est de structurer son portefeuille plutôt sur les actifs risqués. À côté de cela, effectivement, vous avez des opportunités. Je parlais des obligations en particulier. C'est bien de prendre date de temps en temps quand vous avez des pics de taux. Parce que, voilà, quand je dis que le taux à terme du 10 ans français, c'est plus de 4%, bah, c'est intéressant. Le taux à terme du 10 ans américain, on est déjà à 5,20 à peu près. Donc, ça vaut le coup d'en prendre date. Voilà, un petit peu, mais pas tout chargé. Et puis l'or, vous avez raison. Alors, nous, dans les mandats de gestion, on n'a pas le droit d'en faire pour des raisons réglementaires, mais pour des clients qui sont libres de mettre ce qu'ils veulent dans leur portefeuille, effectivement, l'or, vous connaissez mieux que moi, c'est la propriété de se protéger contre l'inflation et de procéder contre les risques géopolitiques. Est-ce qu'il faut serrer aussi zone par zone? On a commencé notre entretien en parlant de ces impacts politiques. Voilà. Est-ce qu'il faut regarder des zones? Est-ce qu'il faut au contraire regarder des secteurs? Comment est-ce que vous auriez envie de saisir les opportunités? Par quelle grille de lecture finalement? Alors, là aussi, plus que pour le reste, il y a le court terme et le moyen long terme. Et je dois dire que malheureusement, les deux se rejoignent. Quand je dis malheureusement, c'est que ça avantage pas trop notre continent européen, nos actifs européens. C'est encore pas à la fois où on va dire c'est la chance à l'Europe. Voilà, il y a toutes les raisons. Franchement, il y aurait toutes les raisons de revenir sur l'Europe. Ouais. En termes de valorisation, pas absolue mais relative. Je le disais tout à l'heure, on est à 4. Je crois que on n'a jamais vu depuis 50 ans une sous-valorisation des actions européennes par rapport aux actions américaines. Je répète, les actions européennes ne sont pas données, mais relativement aux actions américaines, elles sont très peu chères. Vous ne trouvez pas un investisseur qui soit positif sur l'Europe. Et ça, vous avez un peu de bouteille comme moi, vous savez très bien que quand tout le monde est très positif au noir sur une zone, en général, il a le temps de faire le contraire. D'être contrariant. Voilà, contrariant. Il y a un événement important, les élections allemandes, le 23 février. On espère tous que ça peut être un sursaut budgétaire avec moins d'orthodoxie, de la relance, voire de la relance européenne. Donc vous me direz, qu'est-ce qu'on attend? On a un euro-dollar à 1,02 aussi, donc l'euro est très bas. Eh bien, on n'y va pas parce que le catalyseur, il faut quand même un peu de catalyseur. Je dois dire que le catalyseur... Il faut trouver un peu d'enthousiasme. Voilà, et donc cycliquement, les chiffres sont pas bons. On voit que les taux obligataires, on parlait des taux obligataires, que les taux obligataires américains montent. Des raisons normales, la croissance est forte, la Fed va peut-être pas baisser ses taux autant que ce qui était prévu, mais nous, côté européen, on a une croissance moribonde, on n'a pas de problème d'inflation, l'inflation est revenue complètement dans la cible, la BCE baisse les taux et va continuer, et pourtant on a des taux obligataires européens, et pas simplement français, mais même allemands, qui remontent autant que les taux... Donc pour le moment, dans nos portefeuilles, nous, on considère que pour plein de raisons, il faut rester plutôt américain, je dois dire.
Mais on cherche, pour être honnête, un point d'entrée, parce qu'à un moment donné, les valorisations devenant tellement extrêmes que ça vaudrait peut-être le coup de revenir, mais c'est un peu trop tôt. Stratégiquement, pour être honnête, c'est très compliqué aujourd'hui de dire si sur les 5 prochaines années, il faudra plutôt jouer l'Europe ou les États-Unis. A priori, aujourd'hui, on dit plutôt les États-Unis parce que le thème de l'intelligence artificielle, qui est un thème majeur devant nous, on cherche les acteurs. Aujourd'hui, vous avez, si vous regardez le Stoxx 600, le Stoxx 50 européen, vous avez 2 valeurs pour jouer le thème de l'IA, alors qu'aux États-Unis, vous en avez un peu plus. Voilà. Mais il y en a que 7 qui sont utiles. Mais il y en a que 7 qui sont utiles. Allez, pour terminer, juste, Rachid, la question qui tue, entre guillemets, c'est quoi vos attentes pour cette année ? Alors, je ne vais pas vous demander de me prédire le CAC ou le Dow au 31-12-2025, mais voilà, vous les imaginez comment, nos marchés, cette année ? Je le disais, alors, pour commencer par un peu de liberté, parce que c'est un monde très anxiogène, c'est que c'est l'année du serpent cette année. Et quand on regarde les performances, moi j'ai un beau tableau où j'ai tous les signes. Depuis 1920, l'année dernière, l'année du lapin, elle devait être une bonne année. On a eu une très bonne année. L'année du serpent, c'est très volatile. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais c'est très volatile. Donc je pense que ça sera très volatile. Je pense qu'in fine, on finira plus haut qu'on est aujourd'hui. Parce que, encore une fois, la reflation américaine grâce à Trump, même s'il faudra faire très attention. La reflation chinoise, on n'en a pas beaucoup parlé, mais s'il y a un marché qui est horrible depuis le début de l'année, c'est bien l'action chinoise. Or, on a une banque centrale qui est à la manœuvre et surtout un État qui veut relancer. Donc, pour le moment, il y va de manière trop graduelle. Il ne veut pas faire de bazooka et ça, les marchés n'aiment pas. Les marchés aiment bien quand les États s'engagent. Mais in fine, il n'y a que l'Europe et on attend nos amis allemands qui ont peut-être desserré un peu le budget. Mais globalement, on a ce qu'on appelle une politique de reflation. Ça, c'est plutôt positif action. Cela étant, le chemin va être extrêmement heurté parce que, encore une fois, Trump, les taux longs, l'inflation. Mais in fine, moi, je pense qu'on sera plutôt normalement au-dessus des niveaux qu'on a aujourd'hui. Eh bien, voilà quelques éléments pour débuter l'année. Merci beaucoup, Rachid. Rachid Medjaoui, donc, et Louvre, banque privée dans Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et après ce panorama des marchés, on va rentrer dans une thématique justement de marché, d'investissement, grâce à Antoine Dumont. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup de nous avoir rejoint, directeur de la distribution et des partenariats d'Ecofi. Et je le disais en préambule, on va s'intéresser à l'ESG, entre guillemets, à ces investissements socialement responsables. C'est comme ça qu'on les appelle. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà, pour planter un petit peu le décor, des grands enseignements du GIEC sur le climat, sur la façon dont finalement ces questions peuvent influencer la façon d'investir des épargnants? Alors, la façon d'investir d'une part, mais aussi la façon de voir le monde dans lequel nous sommes. Le GIEC, les derniers rapports sont implacables. On sait que l'activité humaine contribue à l'accélération du réchauffement climatique. Alors le GIEC, c'est important de savoir que c'est pas... Ils ne mènent pas dans leur coin des travaux de recherche. C'est une instance onusienne qui a pour objectif de compiler les travaux de recherche qui ont été publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture. Et on a aujourd'hui 99,96% des études qui convergent sur le fait qu'il y a une responsabilité humaine. Et le rapport du GIEC, le précédent, notamment du groupe 1, nous dit sans détour qu'on a déjà augmenté de 1,2 degré le réchauffement climatique depuis la période pré-industrielle. Et 1,2 degré, c'est assez compliqué à percevoir avec ses sens, parce qu'on a des variations de température parfois importantes, même au sein d'une journée. Mais si on prend un petit peu de recul, et on remonte, alors je propose de remonter, Cédric, un peu plus loin, il y a 22 000 ans, on était en 20 000 avant notre ère, et on était à l'apogée de la dernière ère glaciaire. Il faut bien savoir qu'à cette époque, l'Europe, pour prendre cet exemple, était recouverte de steppes et de toundra. Vous aviez jusqu'à 3 km de glace au-dessus des pays scandinaves. Les niveaux de la mer étaient 120 mètres plus bas. Et entre moins 20 000 et moins 10 000, où on sort de cette période de glaciation, on a eu un réchauffement moyen sur 10 000 ans de 4 à 5 degrés. Donc quand on parle de 10 000 ans. Sur 10 000 ans. Et là, on a sur 170 ans 1,2 degré de réchauffement. Donc on a déjà fait un peu plus du quart. Là, quand on parle d'un mur climatique, on est vraiment, d'un point de vue très visuel, sur un mur climatique. Et la difficulté, c'est que les 3/4 de cette dérive climatique proviennent des énergies fossiles sur lesquelles le monde thermo-industriel repose. Alors quand on rentre dans ce monde de la gestion et de l'ESG, on va dire, on entend pas mal de mots.
Et notamment, il y a un vocable qui revient dans pas mal de discours, dans pas mal d'études, dans pas mal d'articles. C'est celui de double contrainte carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'on parle de double contrainte carbone et qu'est-ce que ça a comme impact finalement sur ces stratégies ? Alors évidemment, c'est clé, la double contrainte carbone, c'est le fait d'être prise en étau entre le tarissement géologique en amont, tarissement des énergies fossiles, et la dérive climatique en aval, le fait de brûler des énergies fossiles. Sur le premier sujet en amont, on sait que les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon, sont des énergies de stock, ce sont des résidus de vie ancienne qui ont mis entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de millions d'années à se constituer. Et comme tout stock, quand vous tapez de façon croissante ou constante dans un stock, vous atteignez un pic au bout d'un moment. Et l'Agence internationale de l'énergie, à cet égard, a sorti un rapport en 2018 disant que nous avions dépassé le pic du pétrole conventionnel en 2008. Depuis, le pétrole a continué d'augmenter jusqu'à atteindre un plus haut en novembre 2018 grâce au pétrole de roche-mère et au sable bitumineux. En aval, on vient d'en parler, c'est la dérive climatique qui est très importante et qui est intenable à moyen, long terme. Ça, c'est quelque chose qui est absolument évident. Et la difficulté de cette double contrainte carbone, c'est qu'elle réside essentiellement sur la consommation sans cesse croissante des énergies fossiles. Il faut bien voir qu'entre 1800 et aujourd'hui, les énergies ne se sont jamais substituées les unes aux autres. On a eu la biomasse, après on a eu le charbon, puis le pétrole, puis le gaz, puis l'hydroélectricité, puis le nucléaire et les nouvelles énergies renouvelables, mais elles ne se sont jamais substituées les unes aux autres. On n'a jamais remplacé, oui effectivement, on a continué à chauffer au bois chez certains. Exactement, on n'a jamais remplacé et surtout, c'est un point essentiel, c'est que les énergies fossiles dominent encore très largement de la tête et des épaules le mix énergétique mondial. Et ça, évidemment, c'est clé, parce que l'énergie, en physique, c'est ce qui permet de quantifier la transformation d'un système. Et donc l'énergie qu'on utilise aujourd'hui, c'est comme si l'humanité avait démultiplié sa puissance musculaire par un facteur de 200. Et aujourd'hui, la grosse difficulté, ça va être de transitionner pour réduire cette dépendance aux énergies fossiles à cause de cette double contrainte carbone, à cause de la contrainte en amont et la contrainte en aval. Pour autant, il y a des tas d'initiatives quand même qui se mettent en place. On a l'impression qu'on prend conscience des choses, y compris chez nos dirigeants. Il y a des Green Deal, il y a des Repower UE, enfin bref, il y a des tas de choses. En quoi est-ce que ça influence la façon dont on investit ? Alors, ça influence grandement la façon dont on investit pour une raison très simple, c'est que ça offre un cadre, une visibilité aux entreprises. Il faut bien voir que ce plan Green Deal ou ce plan Repower EU, ce sont des plans qui sont arrivés à un moment où on s'est rendu compte que nos économies étaient vulnérables. Et notamment, on a vu l'épisode Covid, on a eu l'épisode guerre en Ukraine avec l'invasion de la Russie. Ces épisodes ont de façon évidente, mis en avant le fait que nos modèles à flux tendus, sans redondance, sans substitut, enfin, c'est véritablement ces chaînes de valeur qui ont été étirées au maximum, nous ont rendus vulnérables. Donc aujourd'hui, on a ces grands plans qui notamment ont pour objectif de regagner en autonomie stratégique et notamment sur la production d'énergie. Il faut bien savoir qu'en Europe, on n'a pas du tout les mêmes sujets qu'aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le premier producteur de pétrole au monde. L'Europe importe 97% de son pétrole, 90% de son gaz et 50% de son charbon. Donc nous, on doit absolument investir pour réduire nos dépendances aux énergies fossiles. Et donc ces cadres-là sont pour nous quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous permet de nous projeter et de réinsérer la notion de long terme quand on investit dans les sociétés. Et du coup, où sont les opportunités aujourd'hui dans ce monde qui devrait devenir durable ? Alors quand on regarde le monde, la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui, on a dit que c'était un monde qui reposait essentiellement sur des énergies fossiles. Donc il paraît assez évident que pour réussir à limiter le réchauffement climatique, alors évidemment les accords de Paris entre 1,5 et 2 degrés à horizon 2100, les 1,5 ça va être compliqué à tenir, mais on sait très bien que dans ce monde-là, il va falloir réduire nos dépendances aux énergies fossiles. Et donc, il ne faut pas être manichéen sur la croissance ou la décroissance. Il y a des pans de l'activité qui vont devoir décroître. Et il y a des poches de croissance qui vont être extrêmement solides de notre point de vue. Ça peut être l'efficience énergétique, ça peut être la mobilité bas carbone, la gestion des flux dans les villes, ça peut être également les matériaux de construction qui vont avoir une herméticité thermique plus importante, les énergies renouvelables, de l'amont à l'aval, la gestion des déchets, la valorisation de l'eau. Il y a tout un tas de secteurs qui peuvent être extrêmement, et qui, de notre point de vue, vont être extrêmement porteurs dans les années à venir, parce qu'ils répondent véritablement à un enjeu très important. Mais ces valeurs, Antoine Dumont, c'est ce qu'on appelle finalement les valeurs vertes. Et si on regarde un petit peu, elles ont quand même considérablement, je ne vais peut-être pas dire souffert, mais eu un petit peu de difficultés en bourse ces derniers temps. On peut imaginer que ça se reprenne parce que c'est inévitable ?
Alors je pense que c'est important de dissocier le fait qu'elles aient souffert en bourse du fait que d'un point de vue très fondamental, ce sont des sociétés qui, pour la plupart d'entre elles, continuent à afficher des fondamentaux solides. D'accord. Les raisons pour lesquelles ces valeurs ont baissé, c'était à partir de novembre 2021, un moment où les banquiers centraux remontent leur taux d'intérêt pour juguler l'inflation. Et vu que ce sont des sociétés qui sont typées croissance, elles sont très sensibles au taux d'intérêt. Donc on a eu une baisse des valorisations, des multiples de valorisation qui a été assez nette, mais là c'est assez conjoncturel dans un contexte économique très particulier et un contexte économique qui est en train d'évoluer. On voit notamment ces taux qui devraient rentrer dans un moment plus raisonnable. En tout cas, on a plus de visibilité sur ces taux d'intérêt. Mais du coup, quand on a un fonds qui compte ces valeurs-là, il faut quand même le prendre en compte et ça ne peut pas être facile tous les jours de tenir une valorisation de fonds, même si effectivement on est persuadé que l'avenir est devant nous. Alors, il est important sans doute de réinsérer la notion de long terme dans les allocations, de dire que lorsqu'on achète... De dire qu'on n'investit pas pour 6 mois, qu'on est là... On n'investit pas pour 6 mois et surtout de dire une chose importante, c'est lorsque l'on achète une action en bourse, on achète aujourd'hui pour demain. Autrement dit, on achète la capacité de la société à générer de la croissance dans le futur. C'est ça la chose essentielle. Et on sait de façon certaine qu'à long terme, le fondamental se révèle. Autrement dit, que le cours boursier finit dans la durée par converger vers la capacité qu'ont les sociétés à générer de la croissance. Et la question qu'on se pose, mais où sera la croissance dans un monde qui va devoir réduire sa dépendance aux énergies fossiles ? La réponse qui est la nôtre, c'est que la croissance va se situer dans les secteurs et dans les entreprises que l'on porte dans nos portefeuilles qui répondent à ces grands enjeux. Alors, on va pas faire de réclame, mais c'est intéressant tout de même de se plonger dans la façon dont on fabrique aussi ces supports qui permettent aux investisseurs de venir sur ces thématiques. Vous avez chez Ecofi 2 fonds sur ces thématiques climatiques. Vous avez Agir pour le climat et Smart Transition. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà ? Et puis nous dire aussi un petit peu quels sont les indicateurs qu'on regarde pour les piloter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur 2 fonds qui vont aborder l'investissement socialement responsable de façon très différente. On a un fonds de solutions, c'est le fonds Ecofi Agir pour le climat. Quand je dis fonds de solutions, c'est que c'est un fonds qui cherche à investir dans des sociétés qui apportent des solutions concrètes pour répondre aux grands enjeux, et notamment de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Donc sur un fonds comme celui-là, on embarque des biais sectoriels qui sont assumés et qui sont forts, ce qui fait que Ecofi Agir pour le climat a connu des périodes de très nette surperformance par rapport à son indice, entre sa création en novembre 2018 et fin 2021, période justement où les taux sont mis à remonter, où ça a été moins facile, évidemment. Et donc, une deuxième période qui était plus compliquée. On vient de le dire. Là, on est sur un fonds donc, de solutions qui a ces biais-là. À côté, chez Ecofi, on a un autre fonds sur la zone euro qui s'appelle Ecofi Smart Transition, où là, on va aborder l'investissement d'un point de vue transition, tout est dans le titre, où on cherche à investir dans des sociétés qui vont réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Mais on a beaucoup moins de biais, et on a d'autant moins de biais que c'est un fonds quantitatif, où l'objectif est d'investir, de répliquer la performance du marché action de la zone euro, mais en y apposant une double exigence. Premièrement, notre exigence extra-financière avec notre méthodologie d'analyse extra-financière qui s'appelle Prism. Et deuxièmement, en investissant dans des sociétés qui respectent les accords de Paris et la trajectoire 1,5 degré. Est-ce qu'on peut juste regarder un petit peu dans l'un ou dans l'autre et peut-être illustrer pour qu'un épargnant se rende compte finalement de ce que ça veut dire un produit de transition ou un produit qui agit sur le climat ? Si on regarde par exemple sur le fonds Ecofi Agir pour le climat, on est vraiment sur des secteurs qui apportent des solutions. Je l'ai évoqué précédemment, efficience énergétique. Dans l'efficience énergétique, on a notamment des acteurs en portefeuille. Je pense à une société comme Waga Energy, dont l'objectif finalement est d'aller récupérer le méthane émis par les décharges, avec pour objectif de le réinjecter dans le réseau de chauffage urbain. Donc aujourd'hui, on sait très bien que le méthane, c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, 86 fois plus puissant que le CO2 par unité de masse sur une période de 20 ans, et donc un pouvoir réchauffant très important. Waga Energy, ils vont avoir cette solution très concrète. Donc typiquement, c'est le genre de société qu'on va avoir sur la partie solution. Sur la partie transition, on a véritablement cet objectif d'avoir des sociétés qui réduisent leur dépendance aux énergies fossiles, mais on peut en avoir dans différents secteurs. Donc on va aborder, c'est pas un fonds qui va être un fonds de conviction, au sens stock picker, c'est un fonds quantitatif. Donc là-dessus, c'est une approche très différente. Ce sont les exigences en amont, plus l'algorithme à l'aval, qui a pour objectif de répliquer notre indice, qui compte, ce qui en fait un fonds qui a cœur de portefeuille sur la partie action, parce qu'on prend un risque relatif par rapport à notre marché le plus faible possible. Comment est-ce que, quand on est particulier, quand on est épargnant, comment est-ce qu'on peut intégrer ces enjeux dans la gestion de son patrimoine et surtout
est-ce que c'est être un peu altruiste ou est-ce que ça veut dire qu'il y a des bénéfices concrets qu'on peut en attendre ? Je pense que c'est très important de l'intégrer en se projetant comme un investisseur à long terme sur la partie action. Et donc, à long terme, je le redis, la croissance de demain, selon nous, va davantage se situer autour des secteurs qui, d'un point de vue pragmatique et physique, à cause des flux physiques sous-jacents qui se tarissent et à cause de la dérive climatique, qui vont se situer vers des secteurs qui apportent des solutions concrètes. Donc là-dessus, on a une visibilité. En tout cas, on estime que ces secteurs-là vont dégager un chiffre d'affaires plus important, un pricing power important pour ceux qui ont un actif, une solution qui leur confère un avantage compétitif, donc des marges plus élevées, donc du cash flow, du free cash flow, et à terme, finalement un cours boursier qui devrait s'apprécier. Et donc la façon dont l'investisseur particulier, en fonction de sa sensibilité, peut intégrer ce type de fonds, c'est de mettre un curseur en se disant quelle est mon exposition sur ces thématiques-là. Mais d'ailleurs, il y a aussi un point important, c'est que même pour un investisseur qui serait moins appétant à toute la thématique d'investissement socialement responsable, c'est un contrepoids naturel dans son allocation. C'est-à-dire qu'il va être exposé sur des secteurs qui vont être différents. Donc des catalyseurs de performance qui vont être différents d'une exposition plus généraliste. Donc peut-être que dans ces fonds-là, on ne va pas être investi sur la tech, on ne va pas être investi sur d'autres secteurs qui ont très bien performé, au demeurant en 2024, mais on va être investi sur des secteurs qui embarquent et qui intègrent des catalyseurs de performance, des leviers de performance à long terme qui sont très puissants. Et donc en avoir un pourcentage dans son allocation, ça fait partie d'un exercice de diversification classique que tout investisseur devrait faire. On vous sent, Antoine Dumont, très convaincu et c'est assez mobilisateur. C'est vrai que ça devient essentiel, mais il y a toujours un peu la question de l'œuf ou de la poule. Est-ce que finalement on parle de l'ESG parce que toutes les maisons se sont mises à proposer des produits ESG, ou est-ce que les maisons se sont mises à proposer des produits ESG parce que les clients attendaient des produits ESG ? En clair, comment est-ce qu'on fait, quand on est convaincu comme vous semblez l'être, pour accompagner cette nécessaire transformation, y compris de l'épargne ? Dans le temps qui vient, pas que depuis 2021. Vous avez 1000 fois raison. Je pense que le point déjà clé chez Ecofi, c'est que c'est pas un effet de mode. Ecofi, on est une société qui existe depuis 1972, très engagée dans la finance durable, première société à avoir adopté dans le monde de la finance le statut d'entreprise à mission. Donc c'est quelque chose qu'on intègre totalement. C'est l'ADN. C'est l'ADN d'Ecofi. Que d'autres sociétés de plus en plus intègrent ces solutions d'investissement pour les raisons que j'ai évoquées, parce que des contrepoids dans l'allocation, pour les clients, j'entends, parce qu'on est sur des catalyseurs de performance à long terme qui devraient être puissants, évidemment, c'est quelque chose qu'on accueille de façon très enthousiaste, c'est évident. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu partager cet enthousiasme et cette conviction. Antoine Dumont, donc, pour Ecofi. Voilà, c'est la fin de Cœur de patrimoine pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain. Bonne semaine. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.